Je m'appelle Sophie et je n'aurais jamais imaginé que ma vie changerait à cause d'un simple rendez-vous Tinder. Tout a commencé lorsque j'ai rencontré Jean-Baptiste, un homme élégant et mystérieux qui semblait sortir tout droit d'un conte de fées. Nous avons décidé de nous retrouver dans un restaurant chic au centre de Bruxelles pour notre premier rendez-vous. Jean-Baptiste était charmant, avec un sourire qui pouvait faire fondre n'importe qui. Après un dîner délicieux, il a sorti de sa veste un petit paquet soigneusement enveloppé. « C'est pour toi », a-t-il dit en me tendant le cadeau. Je l'ai ouvert avec impatience et j'ai découvert un flacon de parfum rare dont il m'a expliqué qu'il était fabriqué par un parfumeur local très réputé. Je me souviens avoir senti ce parfum pour la première fois. Il avait une fragrance envoûtante, un mélange de fleurs nocturnes et d'épices mystérieuses. Jean-Baptiste m'a expliqué qu'il avait voulu me faire un cadeau spécial, quelque chose qui compléterait parfaitement ma personnalité. Émerveillé par ce geste, j'ai commencé à utiliser le parfum tous les jours, persuadé qu'il ajoutait une touche de sophistication à ma routine quotidienne. Ce que je ne savais pas, c'est que ce cadeau allait bientôt transformer ma vie en un véritable cauchemar. Au début, c'était à peine perceptible. Je pensais que c'était mon imagination qui me jouait des tours. Mais chaque fois que je mettais le parfum, je ressentais une étrange sensation. Comme si une brise froide passait furtivement derrière moi, même lorsqu'il n'y avait aucune fenêtre ouverte. Cela a commencé petit à petit, des ombres à la périphérie de ma vision, des frissons inexplicables le long de ma colonne vertébrale. Une nuit, alors que je me préparais à me coucher, j'ai entendu un léger murmure. Je me suis arrêté net, mon cœur battant à tout rompre. « C'est juste le vent », me suis-je dit, pour me rassurer. Mais les murmures semblaient se répéter chaque fois que j'approchais le flacon de parfum de ma peau. Je pouvais presque discerner des mots, mais ils étaient trop faibles, trop indistincts pour que je puisse les comprendre. J'ai commencé à me sentir observé, surtout quand j'étais seul. C'était comme si quelque chose se tapissait dans les ombres, attendant que je baisse ma garde. J'essayais de me convaincre que ce n'était rien, que c'était juste une série de coïncidences. Mais plus j'utilisais le parfum, plus ces sensations devenaient intenses, comme si le parfum lui-même éveillait quelque chose de sombre et de caché autour de moi. Les jours passaient, et chaque fois que j'utilisais le parfum, les choses semblaient empirer. Les ombres n'étaient plus simplement à la périphérie de ma vision. Elles commençaient à se former, à prendre des formes humaines que je pouvais presque distinguer. Elles me suivaient partout, dans chaque pièce où j'allais. Je commençais à voir des silhouettes sombres au coin de mes yeux, disparaissant dès que je me tournais pour les regarder de face. Une nuit, alors que j'étais allongé dans mon lit, j'ai entendu un murmure plus fort que les autres. Cette fois, c'était clairement mon nom, prononcé avec une voix rauque et déformée. « Sophie ». Mon sang s'est glacé. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait personne. Pourtant, je pouvais sentir une présence, comme si quelqu'un se tenait au pied de mon lit, me regardant dans l'obscurité. J'ai essayé d'arrêter de porter le parfum, pensant que cela mettrait fin à tout ça. Mais même après avoir cessé de l'utiliser, la présence ne disparaissait pas. Au contraire, elle semblait devenir plus insistante, plus agressive. Je me réveillais la nuit, en sueur froide, avec la sensation d'être observé, et parfois même touché. Des doigts glacés semblaient effleurer ma peau, me réveillant en sursaut. Les cauchemars sont devenus incessants. Je rêvais de créatures sombres, sans visage, qui m'entouraient, murmurant des choses terribles à mon oreille. Je me réveillais, haletante, incapable de me débarrasser de l'impression que ces êtres m'attendaient juste de l'autre côté du voile entre le rêve et la réalité. C'était devenu insupportable. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je n'avais aucune idée de la façon de m'en débarrasser. Complètement terrifié et à bout de nerfs, j'ai décidé de faire des recherches sur le parfum.
Il devait y avoir une explication logique à tout cela. J'ai commencé par chercher le nom du parfum et du parfumeur en ligne, mais ce que j'ai trouvé n'a fait qu'amplifier ma peur. Ce parfum semblait entouré de mystères et de rumeurs sombres. Des forums de discussion évoquaient des histoires de malédictions anciennes, de rituels occultes et de pratiques étranges associées à des parfums similaires, censés attirer des esprits ou des entités du monde des ombres. Plus je lisais, plus je réalisais que ce que je vivais n'était pas une simple coïncidence. Les symptômes que je ressentais, les ombres, les murmures, la sensation d'être observé, correspondaient étrangement aux expériences d'autres personnes qui avaient été en contact avec des objets maudits. Désespéré, j'ai essayé de contacter Jean-Baptiste, mais c'était comme s'il s'était évaporé. Son profil sur Tinder avait disparu et le numéro qu'il m'avait donné ne fonctionnait plus. Je me sentais piégé, seul face à cette horreur croissante. En panique, j'ai décidé de me débarrasser du parfum. Je l'ai jeté dans une poubelle loin de chez moi, pensant naïvement que cela mettrait fin à mes cauchemars. Mais cette nuit-là, le flacon était de retour sur ma table de chevet, intact. C'est là que j'ai compris que je ne pouvais pas simplement me débarrasser de ce parfum. Il était lié à moi, d'une manière que je ne comprenais pas encore, mais qui me terrifiait au plus profond de mon être. Ce soir-là, j'ai senti que quelque chose allait se passer. L'atmosphère dans mon appartement était lourde, étouffante. Les ombres dans les coins semblaient plus sombres, plus épaisses, comme si elles se nourrissaient de ma peur. J'ai allumé toutes les lumières, espérant que cela dissiperait la présence qui me hantait, mais rien n'y faisait. Tout à coup, j'ai entendu un bruit sourd provenant de ma chambre. Mon cœur a raté un battement. Avec une peur grandissante, je me suis approché de la porte. Elle était entrebâillée, et à l'intérieur, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Le flacon de parfum était là, posé sur mon oreiller, et une silhouette sombre se tenait juste derrière, comme si elle m'attendait. Paralysé par la terreur, j'ai voulu fuir, mais mes jambes refusaient de bouger. La silhouette a commencé à avancer lentement vers moi, ses contours flous se précisant à mesure qu'elle s'approchait. Je pouvais voir ses yeux maintenant, deux orbites vides, noires comme la nuit, qui semblaient aspirer toute lumière. Les murmures se sont intensifiés, devenant des cris assourdissants dans ma tête. Dans un dernier élan de désespoir, j'ai crié, suppliant pour que tout cela s'arrête, pour que cette chose me laisse tranquille. Mais au fond de moi, je savais que c'était trop tard. Ce parfum, ce cadeau maudit, avait attiré cette entité, et elle ne partirait pas sans moi. J'ai senti une main glacée se poser sur mon épaule, et tout est devenu noir. Quand j'ai repris connaissance, j'étais allongé dans mon lit, le flacon de parfum serré dans ma main. La silhouette avait disparu, mais je savais qu'elle n'était pas partie pour de bon. Elle était là, quelque part, attendant le bon moment pour revenir. Depuis cette nuit, je n'ai plus utilisé ce parfum, mais la présence, elle, ne m'a jamais vraiment quitté. Parfois, je la sens encore, tapie dans l'ombre, prête à reprendre ce qu'elle pense être à elle. Je m'appelle Claire, et comme beaucoup de gens de nos jours, j'ai décidé de me lancer dans les rencontres en ligne. C'est ainsi que j'ai rencontré Antoine sur Tinder. Il était charmant, intelligent, et ses messages étaient remplis d'esprit et de gentillesse. Après plusieurs jours à échanger des messages, nous avons finalement décidé de nous rencontrer en personne. Lors de notre deuxième rencontre, alors que nous étions assis dans un café pittoresque à Paris, Antoine a sorti son téléphone et m'a montré une photo ancienne de sa maison d'enfance. « C'est là où j'ai grandi », m'a-t-il dit avec un sourire nostalgique. La maison sur la photo était magnifique, une vieille bâtisse en pierre, entourée d'un jardin luxuriant. Elle semblait tout droit sortie d'un autre temps, comme figée dans le passé.
Antoine m'a raconté qu'il retournait souvent dans cette maison pour s'évader du chaos de la vie moderne. Il m'a proposé de venir la visiter le week-end suivant. L'idée de découvrir ce lieu empreint d'histoire m'a immédiatement séduite. Je n'avais jamais vu un endroit qui semblait aussi préservé, comme un petit morceau de passé intact. J'ai accepté son invitation avec enthousiasme, loin de me douter de ce qui m'attendait. Le week-end suivant, je me suis rendu chez Antoine, à environ 2 heures de route de Paris. En arrivant, j'ai été immédiatement frappé par la beauté de la maison. Elle était exactement comme sur la photo. Une bâtisse en pierre ancienne, avec des volets en bois, délavés par le temps, entourée de grands arbres et d'un jardin fleuri. Rien ne semblait avoir changé, comme si le temps s'était arrêté ici. Antoine m'a accueilli avec son sourire habituel et m'a fait visiter l'intérieur. À l'intérieur, la maison était encore plus impressionnante. Chaque pièce était décorée avec des meubles anciens, des tapisseries d'époque et des objets qui semblaient avoir traversé des siècles sans une égratignure. Il y avait une cheminée massive dans le salon où brûlait un feu crépitant, et les murs étaient couverts de portraits de famille, tous regardant fixement, presque trop réels. Alors que nous traversions les pièces, une étrange sensation a commencé à me gagner. Tout était trop parfait, trop immobile. J'avais l'impression d'être entré dans un musée où rien ne pouvait être touché ou déplacé. Antoine continuait de me parler de l'histoire de la maison, mais mon esprit était distrait par cette atmosphère lourde et oppressante, comme si quelque chose de caché m'observait, attendant que je baisse ma garde. Ce soir-là, après une longue journée passée à explorer la maison et ses environs, Antoine m'a proposé de rester dormir dans l'une des chambres d'amis. La chambre était aussi parfaitement préservée que le reste de la maison, avec un grand lit à baldaquin, des rideaux épais en velours rouge et des bougies qui illuminaient la pièce d'une lumière douce et vacillante. Mais à mesure que la nuit avançait, un sentiment de malaise s'est emparé de moi. Allongé dans le lit, j'avais du mal à trouver le sommeil. Tout était silencieux, terriblement silencieux. C'est alors que j'ai commencé à entendre des bruits étranges. Au début, c'était à peine perceptible, un chuchotement lointain, comme si quelqu'un parlait juste à l'extérieur de la porte. Je me suis levé pour vérifier, mais il n'y avait personne. En retournant au lit, mon regard a été attiré par une des photos accrochées au mur. C'était une vieille photo de famille, montrant ce qui semblait être les anciens propriétaires de la maison. Mais quelque chose n'allait pas. Les personnes sur la photo, elles avaient changé de position. Je me souviens très clairement que l'un des hommes regardait vers la droite quand je l'avais vu pour la première fois. Maintenant, son regard était directement dirigé vers moi, avec une expression de colère. Mon cœur a commencé à battre plus vite. J'ai essayé de me convaincre que c'était mon imagination, que j'étais simplement fatigué, mais cette sensation d'être observé ne me quittait pas. Même quand j'ai fermé les yeux, je pouvais sentir une présence dans la pièce, quelque chose qui n'était pas visible, mais terriblement réel. Chaque ombre, chaque bruit me faisait sursauter. Je savais que quelque chose d'étrange se passait ici, mais je n'étais pas prête à affronter la vérité. Au petit matin, épuisé et encore secoué par la nuit précédente, j'ai décidé de confronter Antoine. Je devais savoir ce qui se passait dans cette maison. Il m'a écouté avec un calme dérangeant, un sourire étrange sur les lèvres. Quand j'ai mentionné les photos qui semblaient bouger, il n'a pas nié. Au lieu de cela, il m'a révélé ce que je redoutais le plus. Cette maison n'était pas simplement un lieu, mais une sorte de piège temporel, un endroit où le passé et le présent se mêlaient de manière inquiétante. Il m'a expliqué que la maison appartenait à sa famille depuis des générations, mais qu'elle n'était pas une maison ordinaire. C'était un lieu où le temps s'était arrêté, figé à une époque révolue. Les objets, les photos,
Tout ici restait exactement comme il l'avait toujours été. Mais il y avait un prix à payer pour cette éternité. Les âmes de ceux qui entraient dans la maison étaient piégées, obligées de revivre le passé encore et encore, jusqu'à en perdre leur identité. Mon sang s'est glacé. Je voulais fuir, partir le plus loin possible de cet endroit maudit. Mais Antoine a continué, sa voix prenant un ton de plus en plus sinistre. Il m'a dit que je ne pouvais pas simplement partir. Maintenant que j'étais ici, j'étais lié à la maison, tout comme les autres avant moi. Et cette nuit, les murmures que j'avais entendus, c'étaient les voix des autres âmes, piégées ici pour l'éternité. Des âmes qui m'attendaient, prêtes à me faire rejoindre leur sombre destin. Sous le choc des révélations d'Antoine, j'ai senti la panique monter en moi. Je savais que je devais fuir, coûte que coûte. Sans attendre une seconde de plus, je me suis précipité hors de la pièce, traversant les couloirs sombres de la maison. Chaque pas résonnait comme un écho de ma peur grandissante. Les murs semblaient se resserrer autour de moi, comme si la maison elle-même essayait de m'empêcher de partir. En descendant les escaliers, j'ai jeté un dernier regard aux portraits accrochés au mur. Les visages autrefois inanimés me suivaient du regard, leurs expressions se tordant en rictus malveillants. Des voix s'élevaient autour de moi, des murmures incompréhensibles qui se transformaient en cris désespérés. Je pouvais sentir la présence de ces âmes piégées, tentant de me tirer dans leur enfer personnel. Quand j'ai atteint la porte d'entrée, elle semblait incroyablement lourde, comme si une force invisible la maintenait fermée. Rassemblant toutes mes forces, j'ai tiré de toutes mes forces, réussissant finalement à l'ouvrir. L'air froid du matin m'a frappé, et j'ai couru à l'extérieur sans regarder en arrière. Mais même dehors, je n'étais pas libre. Alors que je m'éloignais de la maison, j'ai senti un poids sur mes épaules, comme si quelque chose me suivait. Les murmures ne s'étaient pas tus, et je savais que cette maison, ce piège maudit, ne me laisserait jamais vraiment partir. Je vivrais toujours avec cette peur, ce sentiment oppressant que quelque chose m'attend dans l'ombre, prêt à me ramener à ce lieu de cauchemar. Je suis enfin rentré chez moi, mais je ne suis plus la même. Chaque nuit, je rêve de cette maison, de ces visages figés dans le temps et des voix qui continuent de m'appeler. Je sais que ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne viennent me chercher. Après tout, Antoine avait raison. Personne n'échappe vraiment à la maison. Elle est en moi, à jamais. Je m'appelle Clara. Tout a commencé par ce qui semblait être un rendez-vous banal, presque insignifiant. Un ami commun m'avait présenté Victor il y a quelque temps, et après quelques échanges courtois, il m'avait invité à prendre un café. Il avait l'air charmant, poli, et pourtant, dès que je l'ai vu ce soir-là, un étrange sentiment de déjà-vu m'a envahi. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café que je fréquente rarement, un endroit discret avec des lumières tamisées et une ambiance intime. Dès que je me suis assise en face de lui, j'ai eu l'impression que ce moment s'était déjà produit, mais je n'arrivais pas à savoir quand ou comment. C'était comme si chaque détail de cette rencontre me semblait familier, presque trop familier. Victor a commencé à parler, sa voix douce et réconfortante. Au début, la conversation était légère. Nous avons parlé de nos métiers, des films que nous aimons, de la météo. Mais très vite, il a glissé quelques détails sur ma vie qui m'ont fait frissonner. Il a mentionné le nom de mon premier chat, un détail que je ne raconte jamais à personne. Puis, il a parlé d'un voyage en France que j'avais fait il y a 5 ans, décrivant avec précision des lieux que je pensais avoir oubliés. Je l'ai regardé, déconcerté. Comment pouvait-il savoir tout ça? Mon cœur a commencé à battre plus vite, une peur sourde montant en moi. Pourtant, je n'ai rien dit, essayant de rester calme, de rationaliser tout cela.
Peut-être que je lui avais parlé de ces choses auparavant, peut-être qu'un ami en commun lui en avait parlé, mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Et ce sentiment de familiarité, c'était comme si je l'avais déjà vécu, comme si je connaissais ce visage, cette voix, mais d'où? Mon esprit s'est embrouillé alors que je l'observais, cherchant des indices dans ses expressions, dans sa manière de parler. Mais rien ne venait. Juste cette sensation oppressante que ce moment, ce rendez-vous, n'était pas la première fois que nous étions assis ensemble dans ce café. Victor a continué à parler, et moi, je me suis enfoncé un peu plus dans l'inquiétude. Au fur et à mesure que la soirée avançait, le malaise en moi ne faisait que croître. Chaque mot qui sortait de la bouche de Victor me semblait étrangement familier, comme une chanson oubliée depuis longtemps, mais dont les paroles vous reviennent petit à petit. Il évoquait des souvenirs que je ne me rappelais pas avoir partagés avec lui, des souvenirs qui, en fait, me semblaient flous même dans mon propre esprit. Il a mentionné un accident de voiture que j'avais eu il y a 8 ans. J'étais sur l'autoroute ce jour-là, sous une pluie battante, et j'avais glissé sur une flaque d'eau manquant de peu de percuter une autre voiture. Cet incident avait laissé une trace indélébile en moi, une peur sourde des routes mouillées. Mais comment pouvait-il être au courant de cet épisode? Je n'en avais jamais parlé à personne, pas même à mes amis les plus proches. Chaque détail qu'il révélait semblait sortir de l'ombre de mon esprit, comme des secrets enfouis que je m'efforçais de laisser derrière moi. Il m'a parlé d'une cicatrice sur mon genou droit, une que j'avais obtenue en tombant de vélo quand j'avais 6 ans. C'était une chose insignifiante, quelque chose que je cachais toujours sous des vêtements, alors comment aurait-il pu le savoir? Plus il parlait, plus ce sentiment de déjà-vu devenait insupportable. C'était comme si mon esprit luttait pour se souvenir de quelque chose d'essentiel, mais chaque fois que je croyais y arriver, l'idée me glissait entre les doigts. Chaque mot de Victor, chaque regard, chaque sourire me donnait l'impression que j'avais déjà vécu ce moment exact, mais dans une autre vie, dans un rêve peut-être. Mon cœur s'accélérait et mes mains devenaient moites. Je savais qu'il se passait quelque chose de terriblement anormal, mais je ne pouvais pas comprendre quoi. J'ai commencé à poser des questions, essayant de masquer ma nervosité. « Comment sais-tu tout cela ?» ai-je demandé, essayant de garder ma voix calme. Il a juste souri, un sourire énigmatique, comme s'il attendait cette question depuis le début. Sa réponse n'était pas immédiate, mais le regard dans ses yeux m'a dit que ce qui allait suivre ne ferait que renforcer l'angoisse qui se resserrait autour de mon cœur. J'étais piégé dans cette conversation comme dans une boucle temporelle dont je ne pouvais m'échapper, revivant ce moment encore et encore dans un cauchemar qui refusait de se terminer. Mon cœur battait à tout rompre, chaque instinct en moi me hurlait de m'enfuir, de quitter ce café immédiatement. Mais mes pieds semblaient collés au sol, et ma curiosité, ou peut-être ma peur, m'a forcé à rester. Je devais savoir, comprendre ce qui se passait vraiment. « Qui es-tu, Victor ? Comment connais-tu tous ces détails sur ma vie ?» Ma voix tremblait légèrement, malgré mes efforts pour paraître forte. Il a pris une longue inspiration, ses yeux s'assombrissant comme s'il s'apprêtait à dévoiler un secret lourd, quelque chose d'inévitable. « Clara » a-t-il dit doucement, mais avec une gravité qui m'a glacé. « Ce n'est pas notre premier rendez-vous. » Mes mains se sont serrées autour de ma tasse de café, comme si c'était la seule chose qui me rattachait encore à la réalité. « Qu'est-ce que tu racontes ?» ai-je murmuré, mais au fond de moi, je savais qu'il ne mentait pas. Quelque part, profondément enfoui dans mon esprit, ces paroles faisaient écho à une vérité que je ne pouvais pas encore saisir. « Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois auparavant, » a-t-il continué, son regard perçant le mien, « mais à chaque fois, je t'ai fait oublier.
J'ai effacé tes souvenirs de ces moments, recommençant à chaque fois comme si c'était la première. Chaque mot résonnait en moi comme un coup de tonnerre. J'étais perdu, pris au piège entre l'incrédulité et la terreur. Pourquoi? Pourquoi ferais-tu une chose pareille? Ma voix était à peine un souffle, une supplication désespérée pour des réponses. Parce que je devais, a-t-il dit. Et il y avait une étrange tristesse dans sa voix, comme s'il portait le fardeau de cette vérité depuis trop longtemps. Chaque rencontre devait être parfaite, et chaque fois que quelque chose n'allait pas, je recommençais. Mais maintenant c'est différent. Je ne suis pas ici pour recommencer cette fois-ci, Clara. Il s'est penché légèrement en avant, son regard se faisant plus intense. Je suis ici pour finir ce que j'ai commencé. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poignard, me laissant paralysé par la peur. Tout dans ma tête se brouillait. Les souvenirs, les pensées, les émotions, tout se mélangeait en un tourbillon de confusion. Et pour la première fois depuis que nous étions assis ensemble, je me suis sentie totalement impuissante, prise au piège dans une situation qui m'échappait complètement. J'étais à sa merci. Et le plus effrayant, c'était que je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite. Le monde autour de moi semblait s'effondrer. Ces paroles tournaient en boucle dans ma tête, et je ne savais plus distinguer la réalité de ce qui pouvait être un mensonge bien tissé. J'essayais de me souvenir, de rassembler les pièces de ce puzzle cauchemardesque. Mais tout ce qui me venait était flou, comme si mon esprit était enveloppé d'un brouillard épais. Victor me regardait toujours, scrutant mes réactions, semblant presque satisfait de la confusion et de la peur qui s'emparait de moi. « Tu te rappelles de cette cicatrice sur ton bras, Clara ?» a-t-il demandé, sa voix soudainement douce, presque réconfortante. « Tu te souviens comment tu l'as eue ?» Mon regard s'est instinctivement posé sur la fine ligne blanche à l'intérieur de mon avant-bras. C'était une vieille blessure, quelque chose que j'avais attribué à une chute banale. Mais en cet instant, la simple vue de cette cicatrice me faisait frissonner. Un souvenir a alors émergé, trouble, comme un rêve lointain. « Non, c'est impossible », ai-je murmuré, sentant la panique monter. Je me suis coupé accidentellement, c'est tout. Il a secoué la tête, un sourire triste aux lèvres. « Non, Clara. Cette coupure, c'était lors de notre 3e rencontre. Tu étais en colère contre moi, tu te débattais, et dans ta lutte, tu t'es blessé. C'est après ça que j'ai effacé ta mémoire pour la première fois. Le monde semblait vaciller sous mes pieds. Chaque mot qu'il prononçait m'amenait à questionner tout ce que je pensais savoir. Comment un étranger pouvait-il avoir ce pouvoir sur moi, manipuler ma vie, mes souvenirs? Je voulais le repousser, le fuir, mais quelque chose de plus profond me poussait à rester, à chercher la vérité, même si elle était terrifiante. Victor a continué, son ton plus sombre. Je t'ai observé pendant des années, Clara. Chaque détail de ta vie, je le connais. J'ai veillé sur toi, guidé certains de tes choix, et maintenant, je suis ici pour terminer ce que j'ai commencé. Mais cette fois-ci, je ne m'effacerai pas de ta mémoire. Je vais te montrer tout ce que tu as oublié, tout ce que tu as perdu à cause de moi. Des images ont commencé à surgir dans mon esprit, des fragments de moments que je ne pouvais pas totalement saisir. Des bribes de conversation, des endroits inconnus, des émotions fortes, sans contexte. J'avais l'impression que mon esprit se fissurait sous le poids de ces révélations, incapable de gérer l'assaut de souvenirs refoulés. Je me suis senti piégé, coincé, entre le besoin de savoir et la terreur de ce que cela pourrait signifier pour moi. Qui étais-je vraiment, si tout ce que je croyais savoir pouvait être effacé et réécrit par cet homme assis en face de moi? J'étais au bord de l'effondrement, mon esprit déchiré entre la réalité que je pensais connaître et ce cauchemar vivant dans lequel Victor m'avait plongé. Je devais m'enfuir,
échapper à cette situation avant que tout ne devienne irréversible. Mais mes jambes refusaient de bouger, comme si elles étaient ancrées au sol par une force invisible. « Qu'est-ce que tu veux de moi, Victor ?» ai-je réussi à articuler, ma voix à peine plus qu'un murmure. Chaque fibre de mon être était tendue, prête à céder sous le poids de la terreur. Je sentais que la réponse à cette question scellerait mon destin. « Je veux te libérer, Clara », a-t-il répondu, ces mots en contraste direct avec l'aura de menace qui l'entourait. « Libérer ta véritable essence, celle que j'ai gardée cachée pendant si longtemps, mais pour cela, je dois effacer toutes les couches de fausse sécurité que tu as accumulées, tout ce que tu crois être ta vie. » Ces paroles ont résonné en moi, apportant avec elles un froid glacial qui s'est infiltré jusqu'à mes os. Il n'était plus question de simplement survivre à cette nuit. Je comprenais maintenant que Victor ne cherchait pas seulement à me manipuler, il voulait m'effacer, me réduire à rien. Et si je ne faisais rien, je savais que cette fois-ci, il réussirait. Dans un élan de désespoir, j'ai rassemblé le peu de courage qu'il me restait. « Non », ai-je dit, ma voix plus forte qu'avant, même si elle tremblait encore. « Tu ne m'auras pas cette fois. Je ne te laisserai pas me prendre. » Victor a souri, mais c'était un sourire froid, calculateur, sans la moindre trace d'empathie. « C'est ce que tu as dit la dernière fois aussi, » a-t-il répliqué calmement. « Mais tu ne te souviens pas, n'est-ce pas? Tu ne te souviens jamais. » J'ai reculé, cherchant une issue, un moyen de m'échapper. Mais il anticipait chacun de mes mouvements, comme s'il connaissait déjà le déroulement de ce moment. Chaque pas que je faisais était suivi par le sien, chaque porte que je regardais semblait se fermer avant même que je puisse y arriver. Finalement, j'ai compris que je ne pouvais pas m'enfuir. Si je devais me battre pour ma vie, ce serait ici et maintenant, avec rien d'autre que ma volonté de survivre. J'ai tenté de le repousser, de lutter contre lui, mais il semblait inébranlable, comme si toutes mes tentatives n'étaient qu'un jeu pour lui. « Clara », a-t-il murmuré en s'approchant, sa voix basse et menaçante. « Il est temps que tu te souviennes de tout. » C'était comme une vague noire qui m'a submergé, emportant tout sur son passage. Les souvenirs que Victor avait enterrés au plus profond de moi refaisaient surface, et avec eux, la terreur de savoir que j'avais déjà vécu ce moment, encore et encore, sans jamais réussir à m'échapper. Je me suis senti basculer dans un abîme de confusion et de peur, incapable de distinguer la vérité du mensonge, le présent du passé. Alors que tout devenait flou autour de moi, une pensée désespérée m'a traversé l'esprit. Si je ne pouvais pas briser ce cycle, si je ne pouvais pas échapper à Victor cette fois-ci, alors je n'aurais peut-être jamais la chance de me souvenir à nouveau. Cela faisait des semaines que nous échangions des messages, et quelque chose chez elle m'attirait irrésistiblement. Elle était mystérieuse, toujours vague dans ses réponses, mais assez intrigante pour me donner envie d'en savoir plus. Quand elle a proposé que nous nous rencontrions enfin, j'ai accepté sans hésiter. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café du centre-ville, un lieu discret, presque désert. Elle était encore plus captivante en personne. Ses yeux, d'un vert profond, semblaient percer à travers moi, comme si elle lisait mes pensées. Après quelques minutes de conversation, elle m'a proposé de l'accompagner chez elle. « J'aimerais te montrer ma collection », m'a-t-elle dit, avec un sourire énigmatique. J'ai hésité un instant, mais la curiosité l'a emporté. En chemin, elle a parlé de son amour pour les objets anciens, notamment les poupées. Elle avait une manière étrange de les décrire, comme si elles étaient des êtres vivants, ayant chacune leur propre histoire à raconter.
Je me suis dit que c'était peut-être une excentricité, mais au fond de moi, je sentais une légère pointe d'inquiétude. En arrivant devant son immeuble, un bâtiment ancien qui semblait avoir été là depuis des siècles, je me suis rappelé les mots qu'elle avait utilisés pour décrire sa collection. Quelque chose ne tournait pas rond, mais il était trop tard pour faire marche arrière. J'ai décidé de continuer, convaincu que je pouvais gérer la situation. Après tout, ce n'était qu'un rendez-vous. Ou du moins, c'est ce que je pensais à ce moment-là. Dès que j'ai franchi le seuil de l'appartement, une sensation étrange m'a envahi. L'endroit était petit, sombre, et chaque recoin était rempli de poupées anciennes. Elles étaient partout, assises sur des chaises, debout contre les murs, et même posées sur des étagères en hauteur. Leur présence était tellement oppressante que je me suis demandé si j'étais bien dans le bon endroit. La femme m'a conduit à travers les pièces, parlant avec une passion presque fébrile de sa collection. Chaque poupée semblait avoir sa propre place, et chacune d'entre elles était habillée de manière détaillée, comme si elles avaient été soigneusement préparées pour une scène. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si ces poupées étaient là pour me mettre mal à l'aise ou si c'était simplement une partie de son obsession. En observant de plus près, quelque chose me perturbait. Les visages des poupées étaient incroyablement réalistes, trop réalistes. Leurs yeux, faits de verre, semblaient suivre chacun de mes mouvements. Chaque fois que je bougeais, j'avais l'impression qu'ils s'animaient, m'observant avec une intensité presque humaine. J'ai tenté de me concentrer sur la conversation, mais chaque fois que je détournais le regard, je sentais une présence oppressante, comme si les poupées voulaient me communiquer quelque chose. Les détails de leur apparence, les expressions figées, les vêtements d'époque, étaient si minutieux que j'avais du mal à croire qu'elles étaient simplement des objets de collection. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'il y avait quelque chose de profondément dérangeant dans cet appartement, mais je n'avais pas encore compris quoi. Alors que la soirée avançait, une étrange inquiétude s'est installée en moi. Les poupées autour de moi semblaient de plus en plus sinistres. La femme continuait de parler avec un enthousiasme inquiétant, mais mes pensées étaient ailleurs. Un détail de plus en plus troublant me frappait. Certaines poupées ressemblaient de manière troublante à des femmes que je reconnaissais. En discutant, j'avais remarqué qu'elle avait des photos accrochées au mur, des visages de femmes disparues dans notre ville. Au début, je pensais que c'était une simple coïncidence, mais en examinant les poupées de plus près, la ressemblance était trop frappante pour être ignorée. Les traits étaient si spécifiques, si détaillés, comme si les poupées avaient été modelées à partir de ces femmes. Quand j'ai exprimé mon malaise et demandé des explications, elle a semblé amusée, presque satisfaite de ma réaction. « Oui, je comprends pourquoi cela te surprend », a-t-elle dit calmement. Ces poupées ne sont pas seulement des objets de collection, elles sont très spéciales. Mon cœur a commencé à battre plus vite. J'ai tenté de maintenir mon calme en posant des questions directes, mais ses réponses étaient vagues et cryptiques. Finalement, elle a cessé de tourner autour du pot et a révélé la vérité avec une froideur glaciale. Ces poupées, a-t-elle expliqué, ne sont pas simplement des représentations. Ce sont les femmes disparues, transformées en poupées par un rituel que j'ai perfectionné. La vérité a frappé comme un coup de tonnerre. Je pouvais à peine croire ce que j'entendais. Les femmes que je voyais dans les nouvelles, les personnes disparues, étaient maintenant des parties de sa collection macabre. Mon propre visage est devenu pâle, et une vague de terreur m'a envahi. La femme, avec un sourire sadique, m'a annoncé que j'étais sa prochaine œuvre, que j'allais devenir la dernière poupée ajoutée à sa collection. Chaque mot qu'elle prononçait me plongeait davantage dans l'horreur. La pensée que je pourrais bientôt rejoindre ces pauvres femmes en tant que simple objet inanimé était insupportable. Je devais échapper à cette situation avant qu'il ne soit trop tard.
Lorsque la femme a dévoilé ses intentions, le sol a semblé se dérober sous moi. La terreur pure m'a envahi et j'ai compris que je ne pouvais pas rester passif. Elle se rapprochait de moi avec une lenteur calculée, comme si chaque mouvement était destiné à augmenter ma peur. Les poupées semblaient maintenant se rapprocher, leurs yeux de verre me scrutant avec une intensité glaçante. « Je ne peux pas te laisser partir », a-t-elle dit, son sourire se transformant en une grimace menaçante. « Tu fais maintenant partie de ma collection. » J'ai cherché frénétiquement une échappatoire. Les fenêtres étaient verrouillées et la porte d'entrée semblait être protégée par un système que je ne pouvais pas déjouer. Mes pensées tournaient en rond, cherchant désespérément une solution. Le stress me faisait trembler, mais je savais que je devais garder mon calme pour avoir une chance de m'échapper. Dans un élan de désespoir, j'ai décidé de jouer la carte de la diversion. J'ai fait semblant de vouloir discuter, de me soumettre à ses conditions, tout en cherchant une opportunité pour agir. Pendant qu'elle parlait de la dernière poupée qu'elle avait créée, j'ai cherché autour de moi, espérant trouver un objet qui pourrait m'aider à me défendre ou à bloquer la porte. En essayant de distraire son attention, j'ai trouvé un petit outil de bricolage sur une étagère. Avec une détermination féroce, j'ai tenté de l'utiliser pour forcer la serrure de la porte. Les secondes semblaient des heures, chaque bruit que je faisais résonnant dans l'appartement silencieux. Elle ne se doutait pas encore de mes intentions, captivée par la satisfaction macabre de sa confession. Enfin, j'ai réussi à ouvrir la porte, mais le temps jouait contre moi. Je me suis précipité hors de l'appartement, le cœur battant à tout rompre. J'ai entendu des bruits de pas derrière moi, mais je ne me suis pas arrêté. J'ai couru dans les escaliers, descendant aussi vite que possible. Chaque étage semblait interminable, et je sentais que chaque seconde me rapprochait d'une possible capture. En atteignant la sortie, j'ai eu un instant de soulagement, avant de me rendre compte que je n'étais pas encore hors de danger. Je savais que la femme pouvait chercher vengeance, que d'autres pourraient tomber dans ses pièges. Mais pour l'instant, j'avais échappé à un sort terrible, et je savais que je ne pourrais jamais oublier ce que j'avais vécu cette nuit-là. Alors que je franchissais la porte d'entrée, une vague de soulagement m'a envahi, mais elle a été rapidement remplacée par une terreur encore plus grande. Le silence de la nuit m'entourait, mais je savais que le danger n'était pas loin. Les bruits de pas résonnaient derrière moi, de plus en plus proches, et chaque seconde comptait. Je me suis précipité dans les escaliers, chaque marche résonnant comme un coup de tonnerre dans la nuit calme. Mon souffle était court, et mon cœur battait si fort que je craignais qu'il ne me trahisse. La femme m'appelait, sa voix douce mais terriblement menaçante, me rappelant qu'elle ne me laisserait pas partir si facilement. Je suis arrivé au rez-de-chaussée, et j'ai franchi la sortie de l'immeuble avec une telle rapidité que j'ai failli trébucher. L'air frais de la nuit m'a frappé au visage, mais je n'avais pas le temps de me réjouir de ma liberté retrouvée. Je savais que la femme allait probablement me chercher, et je devais me rendre en sécurité, loin de ce quartier sinistre. Dans la rue, j'ai continué à courir, jetant des coups d'œil par-dessus mon épaule pour m'assurer que je n'étais pas suivi. J'ai attrapé mon téléphone et tenté d'appeler la police, mais la ligne était interrompue. La panique montait, et je savais que je ne pouvais pas compter sur les secours pour m'aider immédiatement. Finalement, j'ai trouvé refuge dans un café ouvert toute la nuit. J'ai poussé la porte en tremblant, et la barista m'a regardé avec inquiétude alors que je m'effondrais sur une chaise. J'ai expliqué rapidement la situation, et elle a composé le numéro de la police pour moi. Tout en attendant l'arrivée des autorités, j'étais envahi par un sentiment d'angoisse persistante. Je savais que la femme allait chercher à se venger, et je ne pourrais jamais être totalement sûr d'être à l'abri. La police est arrivée peu après et a pris ma déclaration.
Je leur ai fourni toutes les informations possibles sur l'appartement et la femme, espérant que cela pourrait aider à la retrouver avant qu'elle ne fasse d'autres victimes. Malgré cela, je savais qu'il y aurait toujours un sentiment d'insécurité, une peur constante que je pourrais un jour croiser à nouveau cette femme. Pour l'instant, j'avais survécu, mais je savais que ce cauchemar allait me hanter pour le reste de ma vie. Je m'appelle Ophélie et j'avais toujours été sceptique quant aux rencontres en ligne. Mais après des semaines de conversations intéressantes avec un homme nommé Alaric, j'ai finalement cédé à sa proposition. Il avait quelque chose d'envoûtant, une manière de parler qui me mettait à l'aise, tout en éveillant ma curiosité. Un jour, Alaric m'a suggéré un rendez-vous dans un parc dont je n'avais jamais entendu parler, le parc des Ombres. Il m'a dit que c'était un endroit calme, loin des foules, parfait pour une promenade et des discussions tranquilles. J'étais hésitante, mais l'idée de découvrir un lieu nouveau avec quelqu'un d'aussi intrigant m'a convaincue. J'ai accepté. Nous nous sommes donné rendez-vous un vendredi après-midi, juste après mon travail. En chemin, j'ai essayé de trouver des informations sur le parc, mais il n'y avait presque rien en ligne, juste quelques mentions vagues. Cela aurait dû m'alerter, mais à ce moment-là, je me disais que c'était simplement un coin préservé du tourisme de masse. En arrivant au parc, Alaric m'attendait déjà, un sourire chaleureux sur les lèvres. Le parc semblait paisible, avec ses grands arbres et ses sentiers serpentants. Pourtant, dès que j'ai franchi l'entrée, j'ai ressenti un léger frisson, une intuition que je ne pouvais pas ignorer. Mais Alaric, avec sa voix douce et rassurante, m'a emmené plus loin à l'intérieur, et je me suis convaincu que tout allait bien. Après tout, ce n'était qu'une promenade dans un parc avec un homme charmant. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Au début, tout semblait idyllique. Le parc des Ombres était encore plus beau que ce que j'avais imaginé. Les arbres anciens formaient un dôme naturel au-dessus de nos têtes, laissant passer juste assez de lumière pour créer une ambiance tamisée, presque féerique. Alaric et moi marchions côte à côte, nos pas résonnant doucement sur le sol recouvert de feuilles. Nous parlions de tout et de rien, de nos vies, de nos rêves et de nos souvenirs d'enfance. Alaric avait une manière de parler qui captait toute mon attention, comme s'il pouvait lire dans mes pensées. Pourtant, alors que nous nous enfoncions davantage dans le parc, je ne pouvais m'empêcher de remarquer quelques détails étranges. Il y avait un silence presque total autour de nous. Aucun bruit de la ville, pas même le chant des oiseaux ou le bourdonnement des insectes. C'était comme si le parc était coupé du reste du monde, un espace hors du temps. Et puis, il y avait ces chemins. Certains étaient clairement entretenus, mais d'autres semblaient oubliés, envahis par la végétation, menant à des recoins sombres que je n'avais aucune envie d'explorer. À un moment donné, nous sommes passés devant une statue que je n'avais pas vue avant. Elle représentait une femme, les mains tendues vers le ciel, le visage figé dans une expression de terreur. Je me suis arrêté, mal à l'aise, mais Alaric a continué de marcher, comme s'il n'avait rien remarqué. Je l'ai rattrapé rapidement, en me disant que j'étais sûrement trop impressionnable. Mais plus nous avancions, plus je remarquais ces statues. Elles étaient disséminées un peu partout, cachées derrière des buissons ou au détour d'un sentier. Chaque fois, le même sentiment de malaise grandissait en moi. J'aurais dû dire quelque chose, demander à Alaric ce qu'il en pensait, mais il paraissait si à l'aise, comme s'il connaissait cet endroit depuis toujours. Alors, j'ai continué à le suivre, essayant de me convaincre que ce n'était rien, que j'étais simplement fatigué. Mais une petite voix au fond de mon esprit me murmurait que quelque chose n'allait pas, et que je ferais mieux de rester sur mes gardes. Alors que le soleil commençait à descendre à l'horizon, l'atmosphère du parc changea subtilement.
Ce qui avait été une lumière douce et dorée devint progressivement plus sombre, les ombres s'allongeant et se fondant dans un crépuscule inquiétant. Alaric continuait à marcher, comme s'il ne remarquait pas le changement, mais moi, je sentais une tension croissante en moi. Nous avons continué à suivre les sentiers sinueux, et je me suis retrouvé de nouveau face à une statue. Celle-ci était différente des autres. Elle représentait un homme, accroupi, les mains couvrant son visage dans un geste de désespoir. Le réalisme des détails me glaça le sang. Je pouvais presque sentir la terreur qui émanait de cette figure figée. J'ai tenté de faire la conversation, de demander à Alaric si ces statues faisaient partie d'une sorte d'exposition artistique. Mais à chaque fois que j'évoquais le sujet, il changeait subtilement de sujet, revenant à des banalités ou des anecdotes qui semblaient soudain hors de propos. C'était comme s'il évitait délibérément de parler de ce qui m'inquiétait de plus en plus. C'est alors que je l'ai remarqué, une autre statue, non loin de là, cette fois-ci d'un enfant, les bras tendus comme pour chercher de l'aide. Mon cœur battait la chamade. Ce n'était pas juste de l'art, c'était autre chose, quelque chose de bien plus sinistre. Finalement, je me suis arrêté, incapable de continuer à faire semblant. « Alaric !» ai-je dit d'une voix que j'essayais de rendre ferme. « Ces statues, elles sont étranges, non? Elles semblent si réelles. » Il s'est tourné vers moi, son expression changeant légèrement. Un sourire énigmatique s'est dessiné sur ses lèvres. « Ophélie, il y a quelque chose que tu dois savoir sur ce parc, » a-t-il dit calmement, comme si nous discutions du temps qu'il faisait. Ce ne sont pas de simples statues. Ce sont des personnes piégées ici depuis des siècles par une malédiction ancienne. Elles sont vivantes, en quelque sorte, figées dans leurs derniers moments de terreur. J'ai reculé d'un pas, mon esprit refusant d'accepter ce qu'il venait de dire, mais au fond de moi, je savais qu'il disait la vérité. Tout prenait un sens horrible. Ce parc n'était pas un sanctuaire de paix, c'était un piège. Et maintenant, j'étais dedans. Mon cœur s'est arrêté pendant une fraction de seconde, puis il s'est mis à battre à tout rompre. Chaque instinct en moi me hurlait de fuir. J'ai reculé, les yeux fixés sur Alaric, espérant y voir une trace de plaisanterie, une lueur de malice qui prouverait qu'il mentait, que c'était juste une blague sinistre. Mais son expression était grave, presque résignée. Sans un mot de plus, je me suis retourné et j'ai commencé à courir. Mes pieds frappaient le sol, envoyant des échos sourds dans le silence du parc. Je ne savais pas où aller, je ne connaissais pas le chemin du retour, mais je savais que je devais m'éloigner de lui, de ce monstre qui m'avait attiré ici. Le parc, qui semblait si petit et pittoresque à la lumière du jour, s'était transformé en un labyrinthe cauchemardesque. Chaque sentier que je prenais semblait se refermer sur moi, se tordant et changeant de direction comme pour me désorienter. Les arbres, qui offraient autrefois un abri ombragé, étaient maintenant des silhouettes menaçantes, leurs branches semblant se tendre pour m'attraper. Au détour d'un chemin, j'ai trébuché sur une racine et suis tombé à genoux devant une autre statue. C'était une femme, les yeux grands ouverts, la bouche tordue dans un cri silencieux. J'ai poussé un cri étouffé, horrifié par la proximité de son visage, si réaliste, si plein de douleur. C'était comme si elle me regardait, me suppliant de la libérer. J'ai tenté de me relever, mais mes jambes tremblaient, refusant de m'obéir. Derrière moi, j'entendais des pas approcher lentement. Alaric ne courait pas. Il n'avait pas besoin de le faire. Le parc était son domaine, un piège dont il connaissait chaque recoin. Finalement, j'ai réussi à me remettre debout et j'ai repris ma course. Les statues semblaient plus nombreuses maintenant, surgissant des ombres à chaque coin de sentier. Certaines semblaient se pencher légèrement, comme si elles bougeaient quand je ne regardais pas.
La panique me rongeait, chaque respiration devenait plus difficile, plus douloureuse. Je savais que je ne pouvais pas continuer ainsi. Je devais trouver une issue, quelque chose pour briser cette malédiction, ou au moins me donner une chance de m'échapper. Mais comment combattre quelque chose d'aussi ancien, d'aussi malveillant? Les pensées tournaient en rond dans ma tête, cherchant désespérément une solution. Mais il ne me restait plus beaucoup de temps. À bout de souffle, je me suis arrêté près d'une vieille fontaine au centre d'une clairière. L'eau qui s'y écoulait était d'un noir d'encre, reflet parfait de l'obscurité qui m'entourait. J'avais besoin de réfléchir, de trouver un moyen de m'en sortir. Alaric était toujours derrière moi, ses pas lents mais inexorables, comme s'il savait que je n'avais nulle part où aller. C'est alors que je me suis souvenu de quelque chose qu'il avait dit plus tôt, lors de notre conversation. Une légende, un symbole, quelque chose lié à la malédiction du parc. Mes yeux ont parcouru la fontaine, cherchant un indice, un détail que j'aurais pu manquer. Et là, gravé dans la pierre, j'ai vu un symbole ancien, une sorte de glyphe entouré de runes que je ne comprenais pas. Sans savoir pourquoi, j'ai tendu la main et j'ai touché la gravure. Une chaleur étrange s'est propagée à travers ma paume, montant le long de mon bras, comme si le symbole répondait à ma présence. Derrière moi, j'ai entendu Alaric s'arrêter. « Ne fais pas ça, Ophélie », a-t-il murmuré, sa voix soudain plus dure, presque menaçante. « Tu ne sais pas ce que tu es en train de réveiller. » Mais c'était ma seule chance. Je savais que si je n'agissais pas maintenant, je finirais comme les autres, transformé en une de ces statues horrifiées, piégées pour l'éternité. J'ai appuyé plus fort sur le glyphe, priant silencieusement pour que cela fonctionne. La fontaine s'est mise à vibrer, l'eau noire tourbillonnant furieusement. Un vent s'est levé, soufflant à travers la clairière, et les statues autour de moi ont commencé à bouger, leurs membres se tordant lentement, comme si elles cherchaient à se libérer. Alaric a hurlé, un cri inhumain qui résonnait dans tout le parc. « Tu vas tout détruire !» Il a bondi vers moi, mais c'était trop tard. Une lumière intense a jailli du symbole, aveuglante et purificatrice. Le sol sous mes pieds a commencé à trembler, et j'ai senti une force me tirer en arrière, loin de la fontaine. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais allongé à l'extérieur du parc, sur le trottoir. Le soleil venait de se lever, baignant le monde dans une lumière douce et dorée. Le parc des ombres était derrière moi, mais il semblait différent, comme si tout ce qui s'y était passé n'était qu'un mauvais rêve. Je me suis levé, les jambes encore tremblantes, et j'ai regardé autour de moi. Il n'y avait aucune trace d'Alaric, ni de statue, juste le parc, paisible et silencieux, comme s'il n'avait jamais été autre chose qu'un simple jardin. Mais je savais mieux. Je savais que quelque chose s'était passé là-bas, quelque chose d'ancien et de malveillant. Et bien que j'ai réussi à m'échapper, une partie de moi se demandait si le parc était vraiment redevenu normal ou s'il attendait simplement sa prochaine victime. Tout a commencé par un message, une simple invitation que j'ai reçue un mercredi soir. Elle venait de Margot, une femme que j'avais rencontrée brièvement lors d'un événement quelques semaines auparavant. Elle m'avait proposé de prendre un café dans un endroit dont je n'avais jamais entendu parler, un petit café charmant caché dans une ruelle que je ne connaissais pas. Le message était poli, presque banal, mais quelque chose dans sa formulation m'a intrigué. « Rejoins-moi au Café des Ombres à 17h ce samedi », disait-elle. Je ne savais pas pourquoi, mais j'ai senti une curiosité grandissante, une envie irrépressible de découvrir cet endroit mystérieux. Peut-être était-ce le nom du café, ou peut-être simplement l'aura énigmatique de Margot. Je n'avais rien de prévu ce samedi-là, alors j'ai décidé d'accepter l'invitation.
Quand je suis arrivé à l'adresse qu'elle m'avait donnée, j'ai été surpris de trouver effectivement un petit café charmant, presque caché entre deux bâtiments anciens. La devanture était discrète, avec une enseigne en bois sculpté et des lettres dorées qui semblaient avoir vu des décennies passées. C'était comme si le temps s'était arrêté ici, préservant cet endroit du monde extérieur. À ce moment-là, je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait à l'intérieur. Dès que j'ai franchi la porte du café, une étrange sensation m'a envahi. C'était comme entrer dans un autre monde, un lieu figé dans le temps. L'air était légèrement parfumé par une odeur indéfinissable, quelque chose de doux, mais qui m'a immédiatement mis mal à l'aise. Le café était petit, avec seulement quelques tables éparses, chacune ornée de nappes en dentelle jaunie par le temps. Les murs étaient couverts de vieux tableaux, des paysages sombres et mélancoliques qui semblaient observer chaque mouvement. Il y avait aussi un grand miroir derrière le comptoir, encadré de bois sculpté, reflétant la salle d'une manière déformée, presque sinistre. Les autres clients du café m'ont tout de suite paru étranges. Ils étaient assis, chacun à sa table, les yeux baissés ou fixant le vide, comme s'ils étaient plongés dans leurs pensées ou perdus. Personne ne parlait, il n'y avait que le bruit léger des tasses en porcelaine posées sur les soucoupes, créant une ambiance lourde de silence. Margot était déjà là, assise à une table près de la fenêtre. Elle m'a souri en me voyant, mais même ce sourire avait quelque chose de décalé, de presque faux. Pourtant, je me suis forcé à lui rendre son sourire et à m'asseoir en face d'elle. « Ce lieu est vraiment unique, n'est-ce pas ?» a-t-elle dit d'une voix douce, mais il y avait un sous-entendu dans ses paroles qui m'a fait frissonner. À cet instant, j'ai su que quelque chose n'allait pas. J'aurais dû partir, m'excuser et fuir cet endroit. Mais quelque chose m'a retenu. Une curiosité morbide, ou peut-être une force que je ne comprenais pas encore. Assis face à Margot, je sentais une tension grandissante, comme si l'air autour de nous devenait de plus en plus dense. Elle a commencé à parler de sujets légers au début. Mais très vite, la conversation a pris un tournant étrange. Elle mentionnait des détails de ma vie que je n'avais jamais partagés avec elle, des choses intimes que même mes amis les plus proches ignoraient. « Je me souviens de cette fois où tu t'es perdu en forêt quand tu avais 7 ans, dit-elle, ses yeux rivés aux miens. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Je n'avais jamais raconté cette histoire à qui que ce soit. Comment pouvait-elle savoir ça? Elle a continué, évoquant des souvenirs douloureux, des secrets que j'avais enterrés profondément. Chaque mot qu'elle prononçait me mettait davantage mal à l'aise, comme si elle déchirait les couches de protection que j'avais construites autour de moi. Tu te souviens de cette nuit où tu ne pouvais pas dormir, quand tu avais 13 ans? Tu entendais ces bruits étranges dans la maison? Mon cœur s'est serré. C'était une nuit que j'avais passée seule, terrifiée par des bruits inexplicables. Une nuit que j'avais réussi à effacer de ma mémoire, ou du moins c'est ce que je croyais. Comment pouvait-elle connaître ces détails? « Qui es-tu vraiment ?» ai-je fini par demander, la voix tremblante. Margot a simplement souri, un sourire énigmatique qui ne faisait qu'accroître mon malaise. À mesure qu'elle parlait, une vague de panique m'envahissait. J'avais l'impression de perdre pied, de plonger dans un abîme où chaque révélation me rapprochait d'une vérité que je n'étais pas prêt à affronter. Mais la véritable horreur n'était pas dans ce qu'elle savait, mais dans le sentiment croissant que je n'avais aucun contrôle sur ce qui se passait. J'étais piégé, et plus je l'écoutais, plus je réalisais que Margot n'était pas du tout ce qu'elle prétendait être. La panique s'est emparée de moi. Je ne pouvais plus supporter d'être là, assis face à cette femme qui semblait connaître mes pensées les plus secrètes. J'ai ressenti un besoin urgent de partir, de m'échapper de cet endroit oppressant.
Je me suis levé brusquement, renversant presque ma chaise. Je dois y aller, ai-je balbutié en me dirigeant vers la porte d'entrée. Mais au moment où j'ai atteint la poignée, j'ai senti une étrange résistance. J'ai tiré plus fort, mais la porte ne bougeait pas. C'était comme si elle était soudée au cadre. Je me suis retourné, le cœur battant à toute rompre, pour voir si quelqu'un m'observait, mais les autres clients n'avaient pas bougé. Ils étaient toujours là, figés dans leur position, comme des mannequins dans une vitrine. Margot, elle, était restée assise à sa table, son regard fixé sur moi. Il y avait une lueur étrange dans ses yeux, un mélange de pitié et de satisfaction. « Tu ne peux pas partir, Julien », a-t-elle murmuré, sa voix douce résonnant dans l'air immobile du café. Je me suis précipité vers l'arrière du café, cherchant une autre issue, une porte de secours, une fenêtre, n'importe quoi. Mais tout semblait fermé, verrouillé. Et pire encore, lorsque j'ai regardé par les fenêtres, la rue dehors avait disparu. À la place, il n'y avait que le néant, un vide infini, noir comme la nuit. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'étais plus dans le monde que je connaissais. Ce café, avec ses murs étranges et ses clients fantomatiques, n'était plus un simple lieu. C'était une prison, un labyrinthe dont je ne savais pas comment sortir. J'ai senti un désespoir profond m'envahir, une terreur pure qui m'a paralysé sur place. J'étais piégé, et chaque seconde passée dans ce lieu sinistre ne faisait que renforcer l'idée que je ne reverrais jamais le monde extérieur. Alors que je me tenais là, désespéré, Margot s'est levée et s'est approchée de moi lentement, avec une calme inquiétant. Ses pas résonnaient sur le plancher. Chaque son semblait étirer le temps, rendant l'atmosphère encore plus étouffante. Quand elle est arrivée à ma hauteur, elle a posé sa main froide sur mon bras et a murmuré d'une voix douce mais pleine de gravité. « Il y a un moyen de partir d'ici, Julien, mais cela a un prix. » J'ai levé les yeux vers elle, cherchant une lueur d'espoir dans ses paroles, mais tout ce que j'ai vu, c'était un abîme sans fond dans ses yeux. « Quel prix ?» ai-je demandé, la voix à peine audible, presque étranglée par la peur. « Tu dois renoncer à une partie de toi-même, » a-t-elle dit, ces mots lourds de signification. « Quelque chose de précieux, quelque chose qui te définit. Ce lieu ne te laissera partir que si tu consens à ce sacrifice. » J'ai reculé d'un pas, terrifié par l'idée même de devoir abandonner une partie de mon être. « Et si je refuse ?» ai-je demandé, bien que je redoutais déjà la réponse. « Alors tu resteras ici, prisonnier de ce café, pour l'éternité, » a-t-elle répondu calmement, comme si cela ne faisait aucun doute. Mon esprit s'est embrouillé alors que j'essayais de comprendre ce que cela impliquait. Qu'est-ce que je pouvais abandonner? Qu'est-ce que ce lieu voulait de moi? Mes souvenirs, mon âme? Je n'avais jamais cru à ces choses avant aujourd'hui, mais maintenant, j'étais confronté à une réalité bien plus sombre que tout ce que j'avais imaginé. Le choix était insupportable. Mais il n'y avait pas d'autre issue. Avec une résignation glaciale, j'ai pris ma décision. Je ne savais pas ce que je perdrais en faisant ce pacte, mais l'alternative, rester piégé dans ce cauchemar pour toujours, était tout simplement impensable. Margot a souri, comme si elle savait déjà ce que j'allais dire. Elle a tendu la main, et je l'ai prise, sentant un froid surnaturel me traverser. À cet instant, le café a commencé à s'estomper autour de moi, tout comme ma conscience, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le vide et une sensation de perte indescriptible. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais dehors, debout dans une ruelle vide. Le café avait disparu, tout comme Margot, mais au fond de moi, je savais que quelque chose d'essentiel, quelque chose qui faisait partie de moi, avait également disparu à jamais. Si vous avez aimé l'histoire, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir plus d'histoires comme celle-ci. Et si vous avez un témoignage ou une expérience macabre que vous avez vécue, laissez-le dans les commentaires. Qui sait,
Votre histoire pourrait bien être dans la prochaine vidéo.